Donc finalement, je crois qu'on est face aux mêmes choses que dans la maladie. Quand tu annonces un diagnostic grave à quelqu'un, finalement, on passe par des phases. Et la première, c'est celle du déni. C'est dire, mais je veux pas en entendre parler de cette maladie. D'accord. Je veux pas en entendre parler du totalitarisme. La deuxième phase, c'est celle d'être en colère. La troisième phase, c'est celle de commencer à essayer de négocier. Et puis en fait, il y a l'acceptation à la fin, et on se met en route pour essayer d'y faire quelque chose. Je crois que les gens là, ils sont sidérés en fait par ce qui est en train de se passer. Et si tu reprends historiquement ce qui s'est passé avec les Khmers rouges, avec le nazisme, avec le stalinisme, et dans tous les moments de déferlement totalitaire de l'histoire, à chaque fois on se pose cette question en regardant avec le recul, mais comment ils ont pu laisser faire? Tout était évident, c'était cousu de fil blanc quoi. Toute la stratégie de Hitler, etc., d'arriver au pouvoir, l'imposition progressive d'un ordre sanitariste, et de séparer les gens pour une race élue, etc. Tout ce délire-là, les gens, ils l'ont vu venir. C'est arrivé progressivement. C'était dans les journaux, c'était dans la propagande, c'était dans le monde, dans l'IB quoi, de l'époque. Et pourtant, ils n'ont rien fait. Donc là, pour toi, il y a une propagande en marche? Ouais, il y a une propagande qui est en marche, qui est très très importante. Il y a une inquisition même au niveau de la pensée. Les fake news du gouvernement sont jamais dénoncées. Et je crois que c'est un des éléments du totalitarisme, mais qu'il faut aller plus loin que le gouvernement. Souvent, les gens, ils bloquent à Macron, ils bloquent à la NSM, des choses comme ça. Le totalitarisme, c'est finalement quand tous les pouvoirs se concentrent et cherchent à prendre le contrôle sur tous les pans de ta vie. Bon, bah, aujourd'hui, qui est-ce qui contrôle tous les pans de ta vie? Si tu as le droit de sortir, si tu es malade ou pas malade, si tu as le droit de bosser ou pas bosser, si tu as le droit même d'être en relation avec ton voisin, avec ta famille. Quand un ministre quelconque commence à dire que pour la bûche de Noël, il va décider pour toi de comment ça se passe. Quand pour les œufs de Pâques, il va décider pour toi et tes enfants de comment ils devraient les chasser, il y a un problème. Le pouvoir est en train de rentrer en toi et c'est une sorte de viol. Et je crois que cette culture du viol, du totalitarisme, elle est vraiment à l'œuvre aujourd'hui, jusqu'à rentrer dans ton corps. Rentrer dans ton corps comment? Par finalement une obligation vaccinale déguisée. Et c'est aussi une des caractéristiques du totalitarisme, c'est d'avancer masqué, c'est de toujours faire semblant, de toujours dire les mots à la place de ce qu'ils sont vraiment. On va faire une purification ethnique en 1939. Non, on va éradiquer la moitié de la population, quoi. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, on te dit, on va lutter contre le virus, et vous pourrez récupérer une partie de vos libertés. Sans jamais te dire qu'on te les a prises. Il n'y avait aucune raison, le virus ne t'a jamais pris les libertés. Bah oui, mais c'est pourtant, le gouvernement qui les a pris. Mais en écoutant les gens, en écoutant le gouvernement, on va avoir un retour à la vie normale une fois vacciné. Non, il n'y aura pas de retour à la vie normale. C'est une chose qu'il faut comprendre une fois pour toutes. Et c'est écrit par tous les tenants d'idéologie transhumaniste dont on reparlera ensemble. C'est qu'il n'y aura pas de retour à la vie normale, parce que la vie normale d'avant était très malade, déjà. C'est-à-dire que le totalitarisme, il était déjà à l'œuvre, mais progressivement. C'est juste que là, on a atteint un effet de seuil. Pourquoi je te parle d'autre chose que le gouvernement? Parce que finalement, souvent, l'outil du totalitarisme, c'est un outil technique, un outil technologique. Donc petit à petit, c'est la caractéristique du pouvoir totalitaire que de rentrer de manière interstitielle dans tous les pans de ta vie et toutes tes interfaces avec le réel. Donc aujourd'hui, on a un monde numérique qui est en train d'installer un totalitarisme numérique radical. Et je crois que c'est quelque chose qui devrait vraiment nous interroger, c'est notre rapport à la technique. Et finalement, ça rejoint la question de la liberté, mais c'est comment on reprend de la liberté là-dedans. Parce que les sociologues, les philosophes, les historiens du collectif, ils parlent de déferlement totalitaire, comme si c'était des vagues les unes derrière les autres, tu vois. Et qu'à chaque fois, tu essaies de reprendre ton souffle, mais tu es repris sous la vague. Comme quand tu es à la cano et que tu essaies de jouer dans les vagues, quoi. Ça va te faire rouler, quoi. Et tu vas essayer de reprendre ton souffle, tu vas t'en reprendre une autre. Ben là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est à chaque fois que tu crois que tu vas reprendre ton souffle, tu te reprends une autre baisse de tes libertés. Et on te dit, la clé de sortie, c'est ça. Quand on te montre quelque chose, c'est qu'en fait, ça n'est pas là que ça se passe. C'est plutôt là que ça se passe. Et donc la clé de la liberté, c'est absolument pas la vaccination. La vaccination, c'est une problématique sanitaire, c'est une problématique médicale. Ça n'a rien à voir avec une problématique démocratique. Et on est en permanence en train de mélanger les genres, comme en 39-45, on a mélangé les genres en disant la purification ethnique, c'est la survie de notre société et finalement notre économie ira mieux, notre démocratie ira mieux, notre vie ensemble ira mieux. Non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec le Covid. On a créé des classes de gens malades, pas malades, dangereux potentiels, dangereux vraiment, pour nous séparer les uns des autres. Et plus on est séparés,
plus on rejoint ce que Machiavel avait désigné, quoi. Séparer pour mieux régner, diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, le pouvoir ne fait que ça. Dans tous les champs de ton existence, il te sépare les uns des autres. Te met derrière les écrans, te coince, t'as plus le droit de voir ton voisin. C'est sûr que d'aller au boulot. C'est d'une évidence, ça crève les yeux. Mais alors, au tout début, tu disais justement que les gens sont pas prêts à entendre ça ou ne veulent pas. Ouais. Et comment est-ce que tu expliques ça? Parce que ça fait peur. Et que t'as pas envie de quelque chose qui fait peur. Et que au-delà de faire peur, c'est une convocation à agir. Et donc ça veut dire qu'il faut que tu sortes de ta torpeur. Et tous les textes bibliques, ils en parlent de ça, de l'appel. À un moment, tu reçois un appel à faire quelque chose, à essayer de changer le monde à ta mesure, à faire ce que tu peux. Parce que tu as pris conscience, en fait, de l'injustice. Tu as pris conscience de la souffrance. C'est vrai pour Bouddha, c'est vrai pour Jérémie, c'est vrai pour Samuel, c'est vrai pour finalement tous les prophètes de l'histoire et tous ceux qui ont inventé des systèmes philosophiques ou idéologiques ou religieux. C'est qu'à un moment, ils prennent conscience de la souffrance, ils disent « Ok, je vais essayer de faire quelque chose, je vais essayer de proposer quelque chose ». Et quand ils font ça, ils sont obligés de quitter leur vie, de tout lâcher, de dire « Mais mon confort, c'est terminé. Mes amis d'avant, c'est terminé, en fait. Je vais devoir trouver autre chose. » Et ben c'est douloureux en fait. C'est un arrachement, c'est une initiation. Hein. Tu vas te faire brûler. Et donc la plupart du temps, quand tu reprends les textes traditionnels, les gens ils commencent par refuser l'appel. D'accord. Par dire j'ai pas entendu, je vais me recoucher. Non mais c'est pas grave, demain ça ira mieux quoi. Demain ça ira pas mieux en fait, parce que si on laisse faire, si vous laissez faire la vaccination pour avoir droit à vos libertés, vous mettez le doigt dans un engrenage qui ne s'arrêtera pas. Parce qu'après la vaccination, ce sera quoi? Faut que tu arrêtes de fumer pour avoir le droit d'aller au travail. Faut que tu arrêtes de boire pour avoir le droit d'aller au restaurant. C'est dangereux, tu pourrais rentrer et faire des blessés sur la route. Faut que tu arrêtes de quoi? De te moucher jusqu'à l'absurde en fait. Donc en fait, c'est un engrenage totalitaire, un déferlement totalitaire dans lequel il faut structurer un non franc et massif. Et structurer un non franc et massif, ça veut dire que tu te sépares. Tu te sépares du monde tel qu'il était. Aujourd'hui, il y a des restaurateurs qui sont attaqués pour mise en danger de la vie d'autrui par le procureur de la République parce qu'ils ont ouvert leur restaurant. Ça veut dire ouvrir ton restaurant et servir des repas aux gens, c'est mettre en danger la vie d'autrui. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Dans la détente de l'hôpital, partout, dans tous les services, les gens ils mangent face à face à cette distance-là. Donc on est dans une imposture. 2 minutes avant, ils ont un masque, 2 minutes après, ils en ont pas, ils mangent ensemble. Et on leur dit non, il faut que vous mettiez des trucs en plexiglas et tout, mais c'est du délire. C'est n'importe quoi en fait. Alors même que le port du masque n'a jamais démontré qu'il diminuait quoi que ce soit, alors même qu'on ne sait même pas quelle est la transmission. Donc on est passé dans une narration qui n'a plus à voir avec le réel. Et ça, c'est une des caractéristiques du totalitarisme. C'est qu'à un moment, ce qui est raconté par le pouvoir, la propagande, n'a plus besoin d'avoir de lien avec la réalité. Ça y est, on vit dans une bulle d'imaginaire. Alors ça, c'est heureux aussi, parce que peut-être c'est la suite de l'entretien qu'on peut commencer à ouvrir. C'est que le totalitarisme n'a qu'un temps. Ça n'est pas tenable dans la durée. Ça n'est pas tenable dans la durée parce que personne n'a envie de vivre là-dedans. Ça n'est pas désirable. Cette idée du désirable, on en avait déjà parlé un petit peu ensemble, c'est qu'est-ce qui tient une société ensemble? D'un côté, un idéal commun positif vers lequel on a envie d'aller, ce que Stigler appelait les protensions collectives positives, ce vers quoi on tend, qui est positif, ensemble. Et puis de l'autre côté, les protensions collectives négatives, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous empêche de trop déborder? Qu'il y en ait un qui devienne fou et qui essaye de tirer sur le bateau trop fort et qu'il le casse. Ça, c'est les interdits. Les protensions collectives négatives, il y en a qui sont justes, qui sont cristallisées par les années. Tu ne tueras point. Ça, c'est pas mal. Tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. C'est pas mal aussi, quoi. Quand il n'y a plus de protensions collectives positives, elle disparaît. On n'a plus d'idéal commun positif. Il n'y a plus que mon idéal à moi, tout seul, d'être dans le confort éternel, la toute-puissance, de pouvoir répondre à toutes mes questions grâce à mon iPhone. Et bien quand ça se fait jour, qu'est-ce qui reste pour tenir ensemble nous, le groupe? Il reste les protensions collectives négatives. Donc le totalitarisme qui se raidit et qui va tout interdire, qui va essayer de te contraindre, essayer de te garder ensemble, parce que sinon ça ne tiendrait plus. Et donc le totalitarisme, c'est la fin de règne d'une société qui est en décadence. C'est la fin de quelque chose qui est en train de s'effondrer. Et tous les collapsologues ont raison. Nous sommes en train de nous effondrer collectivement. Mais les collapsonautes ont raison aussi, c'est qu'il faut surfer cette vague, surfer ce déferlement, pour qu'il nous amène vers autre chose. Mais ça, c'est l'élément d'espoir. C'est de dire vers quoi on a envie d'aller collectivement. Et c'est reconstruire la protension collective positive. Est-ce qu'on veut subir une protension collective qui n'est pas de notre fait, et qui est le transhumanisme néolibéral mondialisé technophile,
Est-ce qu'on a envie d'avoir des iPhones, des iPads, d'avoir un vaccin tous les 2 mois, d'avoir une pilule pour avoir le droit juste d'exister? En fait, ça, c'est le monde de toutes les dystopies totalitaires. Et en fait, c'est pas désirable. Donc ça ne tient pas. Et à nous d'inventer autre chose. Et cette autre chose, il est déjà là. C'est une culture du vivant, de la diplomatie, de l'interaction, qui est portée par la permaculture humaine, qui est portée par des écoles alternatives, une autre façon de voir l'enfant et la pédagogie, qui est portée par une autre façon d'être en santé, avec une vision intégrale de la santé, où c'est pas juste je suis malade, je prends des médocs pour continuer à avoir une béquille, à vivre avec toutes mes maladies. C'est non, j'essaie de résoudre pour de bon et au fond ce pourquoi je suis tombé malade, et donc de revoir mes conditions d'existence avec le monde et mes conditions d'interaction. C'est d'autres façons de faire démocratie, en parlant du tirage au sort, en parlant de gouvernance partagée, en parlant de tout ce qui est développé dans tous les coins du monde, à la fois d'abord dans l'entreprise. Aujourd'hui, le totalitarisme, vous le voyez dans la propagande, t'en parlais au début, mais c'est la désignation de l'ennemi pour essayer de maintenir le groupe. C'est la deuxième protension collective négative dans le totalitarisme, c'est de désigner des ennemis. Et aujourd'hui, t'es aussi bien un ennemi si t'es Péronne, que si t'es Raoult, que si t'es Dieudonné, que si t'es je sais pas qui, moi. C'est-à-dire que tout ça, ce serait pareil. Mais non, c'est pas pareil, en fait. On parle pas de la même chose, quoi. Et donc, il y a une réduction, au sens mathématique du terme, une réduction, une condensation. Tout ce qui n'est pas ce que propose le système, c'est l'ennemi. Ben oui, il n'y a plus de contestation possible. Il n'y a plus aucune contestation possible, plus aucune biodiversité possible. Et un système qui a plus de biodiversité, c'est un système qui est en train de mourir. C'est un système qui est malade et qui a plus de pulsion de vie. C'est aussi en ça où je te dis que finalement ça n'a qu'un temps. C'est qu'à la fin, ça n'est mu par aucune énergie. Et c'est le ferment de toutes les contradictions et de toutes les impostures. Des gens acceptent que leur iPhone les reconnaisse facialement pour se connecter. Ou l'empreinte, avec l'empreinte du doigt aussi. Mais même maintenant, par reconnaissance faciale, c'est bon, même plus, t'as même plus l'empreinte. C'est terrible. Bah oui. Et là, on se dit, mais ils ne prennent pas conscience de ce qu'il y a derrière et de ce que ça veut dire. Et je crois que c'est une des grosses parts du totalitarisme, c'est basé sur l'ignorance et le déni de qu'est-ce qu'il y a au fond de la boîte. Je veux bien voir le vernis, mais je ne veux pas, et le confort que ça me propose, la non-réflexion que ça suppose. Mais dès que je me mets à gratter à l'intérieur, c'est trouble, c'est profond, c'est sombre. Et si vous commencez par votre téléphone portable, j'en ai déjà parlé, mais c'est qu'au fond de votre téléphone portable qui vous donne toute puissance, qui vous permet de trouver n'importe quel resto, de répondre à n'importe quelle question sur Internet, d'être en lien avec tous vos amis, tous ces super pouvoirs magnifiques en permanence. Il y a des enfants dans des villes-usines en Chine, qui n'ont pas de journée de repos, qui travaillent de 7h du matin à 22h le soir. Il y a des gens au Congo qui descendent dans des mines pour aller chercher le tantal, pour faire des supraconducteurs, qui sont ensevelis humains à l'intérieur, et vivants, qui s'étouffent, quoi. Et tous les jours, il y en a. Parce que c'est pas étayé. Il y a des guerres qui sont faites, c'est fomenté en Amérique du Sud pour avoir accès au lithium, pour avoir accès aux différentes ressources. Il y a des bateaux qui transitent partout sur la Terre pour aller transporter votre iPhone et votre Samsung Galaxy. Mais attendez, il y a de souffrance là-dedans, quoi. Et en fait, c'est un des enjeux du pacte avec le diable. Le totalitarisme, c'est un pacte avec le diable. Il te donne le confort, il te donne d'arrêter de souffrir d'avoir l'impression d'arrêter de souffrir temporairement et que ce soit facile. Et en échange, il prend ton âme. Et pour beaucoup de gens, ils savent pas ce que c'est leur âme, ils s'en foutent. C'est pas grave. Et donc ils acceptent. Mais l'âme, c'est ça, c'est la liberté. C'est la capacité d'être en lien les uns avec les autres, c'est la capacité d'expérimenter des choses qui sont en dehors de ce qui est proposé par le nous, puis d'essayer de modifier le nous progressivement. Un totalitarisme, c'est un nous qui peut plus se transformer. Il est figé, il est fixé. Et tous ceux qui proposeraient autre chose, t'es punk dans un totalitarisme, tu peux pas. T'es Apache à Noailles ou à la plaine, tu peux pas. Tu veux faire du rap, tu peux pas, tu seras rattrapé, il faut que tu fasses du rap du système. Tu veux faire du cinéma, non, il faut faire du cinéma officiel. Là, les gens qui portent le totalitarisme, qui le laissent venir, et je crois que ça, c'est une des choses qu'il faut souligner, c'est qu'il y a les tenants idéologiques du totalitarisme, mais il y a tous ceux qui laissent faire. Dans l'extraordinaire banalité du mal, dont on a déjà parlé avec Hannah Arendt, ils voulaient juste que les trains arrivent à l'heure. Ils ne voulaient pas regarder où allaient les trains, parce que ça, c'était insupportable. Et donc, elle a cette phrase qui est une déflagration dans l'histoire de la philosophie morale, elle parle de l'extraordinaire banalité du mal. Et en fait, le totalitarisme n'arrive que à cause de cette extraordinaire banalité du mal, parce que des gens refusent de regarder où vont les trains. Aujourd'hui,
quand des gens se font les porte-voix du gouvernement et répercutent les propos de la propagande en disant « il faut se faire vacciner, il faut se faire vacciner ». Mais où va le train? Vers quoi ça nous emmène? Ouais, c'est ça le truc. Vers quoi ça nous emmène cette vaccination? Ce passe vaccinal, ce mélange des genres entre une société sanitariste et une société totalitaire. Le côté sanitaire, normalement, n'a pas à voir avec le côté démocratique. C'est une affaire entre un médecin, un patient. Non, 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 là il y a un mélange des genres. Agamben, Hannah Arendt, Michel Foucault en ont déjà parlé de cette société techno-sanitariste, de Khmer blanc en fait, qui imposent leur pouvoir totalitaire. Il ne faut pas laisser faire, c'est en cours depuis longtemps, ça fait longtemps que ça se mature. Pour les gens qui voudraient un discours un peu moins complexe ou fleuri, ils peuvent aller lire des BD. Il y a une BD de Van Damme. Van Damme, c'est celui qui a fait 13. Les gens connaissent bien souvent 13, l'histoire de l'agent secret qui a perdu la mémoire. Et il a fait une BD qui s'appelle SOS Bonheur. Ah, je l'ai la vu. voir. Il y en a Ça 3. raconte tout ce qui est en train de nous arriver. Super. Si, il y en a 3, oui. Ouais. Allez lire Alain Damasio dans La zone du dehors. Ça vous raconte tout ce qui est en train d'arriver. Et en fait, Fahrenheit 451, on en parlait tout à l'heure. Oui, formidable. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est incroyable. Ça raconte exactement ce qui est en train de nous arriver aussi, la destruction du savoir, brûler les livres, oublier le passé. C'est une des caractéristiques du totalitarisme aussi, d'oublier le passé. Et de faire que surtout on s'en souvienne pas. Qu'est-ce qu'il fait Raoult aujourd'hui? Il se souvient du passé, il se souvient que pour le SARS, ça avait marché l'hydroxychloroquine. Il se souvient qu'il a testé cette molécule sur des lignées cellulaires. Il se souvient que l'hydroxychloroquine, dans les vieux livres, ça marchait. On a fait une vidéo avec Éric Loridan, qui a été censurée par YouTube, où juste il prend un très vieux manuel de médecine de 1910. Et il dit, pour les fièvres inconnues, avec retentissement respiratoire, prendre de la quinine. C'était déjà marqué par les anciens. Éteignez la télé, éteignez votre téléphone portable, sauf pour ceux que vous aimez et que vous avez envie d'appeler pour rester en lien. Reprenez contact avec la nature, avec le réel, avec la beauté. Vous allez voir, en 5 jours déjà de recontact avec des arbres, avec les plantes, vous vous sentez mieux. Après un article du Monde, en général, en une demi-heure, vous pouvez retomber, mais justement, c'est nous faire comprendre que c'est une ascèse, que la liberté, c'est pas gagné une fois pour toutes, que ça se pratique. Et ça, c'est peut-être la phrase que je pourrais dire à la fin. Le présent est la porte, la pratique est la clé. Je vous laisse méditer ça. Merci Louis.